pas le faire comme ça. Hein. Bon, voilà. On va rallumer. Voilà. Voilà, vous voyez. Hop. Hop. Voilà, c'est moi en fait. Hein, vous ne m'aviez pas reconnu. En fait, c'était moi. C'était moi, donc, pour vous parler des âges sombres. Mais c'est vrai que... On va... Ah oui, pardon, sans micro. Sans sabre laser, sans rien. Si, j'en ai un sabre laser, je vais vous le montrer. Voilà, j'ai un sabre laser qui sera un peu plus approprié. Alors, on va parler des âges sombres, et pour parler des âges sombres, on va d'abord parler de ce qu'est la lumière. Normal. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Bah, si vous prenez l'exemple simplement d'un atome d'hydrogène, eh ben, vous avez un proton, un électron. En fait, la lumière, c'est un saut d'énergie. Vous avez votre électron là qui veut faire ses valises, et pour ça, il lui faut de l'énergie. Donc, il absorbe, en fait, l'atome absorbe du rayonnement, ce qui fait s'en aller l'électron, et à l'inverse, quand l'électron revient, eh bien, l'atome émet de l'énergie. Donc, la lumière, c'est une interaction qui se fait avec la matière. Donc, voilà, on peut l'expliquer déjà simplement comme ça. La lumière, c'est aussi une onde. Et puis, bon, un petit rappel, hein, tout simple, que la lumière, on la voit, nous, bien dans le visible, mais qu'il y a d'autres gammes de longueur d'onde. Donc, plus on est dans cette partie-là, plus il y a d'énergie, finalement, plus le rayonnement est intense. Et quand on est vers les infrarouges, micro-ondes, ondes radio, etc., plus le rayonnement est, moins le rayonnement est intense. Bon, voilà, petit rappel comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un corps noir? Vous voyez, on ne va pas arrêter de parler de noir, de sombre, de lumière, de tout ça. Un corps noir, parce que on va en parler quand on va parler de l'univers. Un corps noir, c'est un corps qui émet un rayonnement dont la couleur ne dépend que de sa température. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez, ça fait une courbe comme ça, qui ne dépend que de la température. Vous voyez, pour une température, une étoile par exemple, une étoile c'est un bon modèle de corps noir, une étoile de 30 000 Kelvin, ben vous allez avoir un pic de rayonnement qui sera plutôt dans les ultraviolets ici. Et puis le soleil, vous avez un rayonnement qui est centré sur le visible, alors qu'une étoile même pas une étoile, ça, Milka c'est même plus une étoile, c'est un corps qui rayonne à cette température-là, ben, va rayonner plutôt dans les infrarouges. Voilà. Alors, voilà, pour l'instant, je vous donne des petits éléments de physique qui vont aider à comprendre un petit peu la suite. Petite précision, quand on parle de l'âge de l'univers, en fait, il faut toujours rappeler, on ne le fait jamais systématiquement, mais il faut rappeler que le temps n'existe pas. Donc, quand on dit que l'univers a 13,7 milliards d'années, en fait, c'est notre référence de temps à nous. Si vous essayez d'estimer l'âge de l'univers pour, je ne sais pas, un muon ou une particule qui va très vite, eh ben, l'âge de l'univers ne sera pas le même. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Hein. On ne parle pas d'un âge absolu de l'univers, on parle de l'âge de l'univers dans notre référence à nous de temps propre. Il se trouve que, même pour les chauffards qui grillent des excès de vitesse, on a à peu près tous la même référence de vitesse, donc de temps. Ça tombe bien, donc on peut en parler entre nous, on peut se dire tous là que, pour nous tous, l'univers a le même âge, à peu près. Alors, d'ailleurs, c'est une notion, le temps, c'est une notion tellement un peu difficile que les astronomes pros eux-mêmes, vous ne les entendrez jamais parler d'années-lumière ou de choses comme ça, ou d'âge de l'univers. En fait, ils vont se repérer. Ils ne se repèrent plus dans les distances de l'univers en années-lumière, mais ils se repèrent en redshift, qui est en fait
un décalage de ce qu'ils observent, parce que ce qu'ils observent des astres lointains, c'est la lumière, le décalage en longueur d'onde de la lumière par rapport à notre référence à nous. Alors, pour voir un petit peu comment ça se passe, l'effet Doppler, vous en avez fait certainement l'expérience quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant et que vous passiez à côté d'une grille à barreaux, comme ça. Vous avez déjà fait l'expérience que, voilà, avec un petit bateau, en revenant d'école, vous vous amusez à faire ça, du bruit, c'est tout ça. Ça, il faut s'imaginer en fait que c'est des crêtes d'ondes. Vous voyez, une onde, ça fait un truc comme ça. Vous imaginez que chaque sommet, c'est un bâton comme ça. Et du coup, là, vous allez avoir une fréquence. Et bien, vous remarquez, quand vous étiez petit, que plus vous alliez vite, et bien, plus la fréquence était importante. L'effet Doppler, on peut simplement le montrer comme ça. C'est-à-dire que, imaginez qu'une onde arrive vers moi et qu'elle arrive avec une certaine vitesse, donc avec j'aurai une certaine fréquence. Si je mets mon bâton comme ça, j'aurai un certain ton, un certain son à intervalles réguliers. Par contre, si cette barrière prend de la vitesse, on la met sur un tapis roulant ou je ne sais pas quoi, la fréquence sera plus grande. Donc en fait, et à l'inverse, si on la met sur quelque chose qui est en train de reculer, j'aurai moins souvent, ça va taper moins souvent contre mon truc. Donc on voit que la vitesse de l'objet qui émet de la lumière a une influence sur la fréquence que l'on reçoit. C'est juste ça l'effet Doppler. On l'expérimente aussi quand on est à la mer, comme ça. On peut nager, si vous nagez contre les vagues, vous allez avoir plus de fois les vagues que si vous restez immobile. La fréquence des vagues va augmenter. Par contre, si vous nagez dans l'autre sens, les vagues vont mettre un petit peu plus de temps à vous rattraper et vous aurez moins de vagues en fréquence que si vous restiez immobile. Voilà, l'effet Doppler, c'est ça. Si quelque chose qui émet de la lumière est en mouvement, s'il vient vers vous, vous aurez plus de fréquence. S'il s'éloigne, la fréquence va diminuer. C'est ce qu'on expérimente aussi quand on croise une Formule 1 avec le fameux son. Ça marche pour le son, ça marche pour la lumière, ça marche pour ce qu'on veut. Ça marche dès qu'il y a une onde. Vous entendez ce son caractéristique du vion. Donc quand la Formule 1 s'approche de vous et s'éloigne, vous sentez qu'il y a un saut dans les fréquences. Voilà, donc rapidement expliquer l'effet Doppler comme ça. Alors, comment on le mesure? De quoi ils parlent en fait les astronomes, les astrophysiciens? Ils parlent d'un rapport de longueur d'onde entre la longueur d'onde de référence en fait et la longueur d'onde qu'on reçoit. C'est ça qui va nous dire finalement à quelle vitesse est en train de partir ou d'arriver notre source lumineuse. Et puis du coup on a inventé une donnée comme ça, un Z, qui est une fonction, un rapport entre les deux longueurs d'onde comme ça. Alors quelques petites valeurs. Le fond diffus cosmologique, la première lumière émise par l'univers, on est, donc plus le Z est grand, en fait, plus on regarde loin dans l'univers, parce que depuis il y a eu l'expansion, etc. Le fond diffus, il est un Z de 1100, alors que les premières galaxies sont à un Z de 10. Vous voyez qu'il y a plus vous vous éloignez loin dans le temps, plus ce Z sera grand, et ce n'est pas une échelle linéaire du tout, c'est une échelle qui est à peu près comme ça. Vous voyez, on peut faire un rapport entre ce qu'utilise le grand public finalement, les milliards d'années comme ça, et le décalage notre Z ici. Vous voyez que voilà, quand on s'approche de l'âge de l'univers ici, on est à un Z de 10, mais après ça va très vite en fait. Voilà.
Alors, un autre petit rappel aussi, c'est qu'est-ce que la composition de l'univers? Alors, j'ai pas mis à jour mes données, mais depuis Planck, c'est un petit peu différent par rapport à ça. Dans l'univers, aujourd'hui, selon les observations, on a la matière qu'on connaît, qui compose à peu près 4%. On a la matière noire, en fait, qui nous sert. La matière noire, en fait, on l'a inventée pour qu'on comprenne le mouvement des galaxies. Si on observe les galaxies, elles ont un mouvement qu'on ne peut comprendre que si elles sont 10 fois plus grosses que ce qu'on observe. Donc pour ça, on est bien obligé d'imaginer qu'il y a une forme de matière qu'on appelle la matière noire. Chaque fois qu'on ne sait pas, on dit que c'est noir, comme ça c'est pratique. Qui s'appelle la matière noire et qui donc entrerait pour 25% de la composition de l'énergie totale de l'univers. Et puis il y a une énergie noire qui explique, elle, le fait qu'on soit en expansion accélérée. Vous voyez, quand vous avez une voiture, pour l'accélérer, il faut que vous appuyiez sur la pédale d'accélérateur, il faut que vous utilisiez de l'énergie. Donc pour une accélération, il faut de l'énergie, il faut apporter de l'énergie. Donc là, c'est le cas de notre univers qui est en train d'accélérer son expansion. Donc on imagine qu'il y a une énergie qui accélère cette expansion. Et quand on fait les calculs, on se dit que cette énergie, elle fait à peu près les 3/4. Alors en vrai, depuis Planck, on est plus dans les 68% d'énergie noire par rapport au total de l'univers. Alors, les âges sombres dont je vous parle, ça se situe où exactement? Donc si vous avez visité l'expo, vous voyez à peu près la chronologie de l'univers. On a le tout début, là, le mur de Planck, etc. On a une inflation, une très très grande expansion d'un seul coup. On a le fond diffus cosmologique, la première lumière, et puis on a les âges sombres, et ici on a les premières étoiles de l'univers. En fait, ces âges sombres, ils sont coincés entre deux événements lumineux. C'est un endroit noir entre deux événements lumineux, qui est la première fois où les photons de l'univers finalement s'échappent de la matière, et la création des premières étoiles et galaxies, qui vont dégager un rayonnement intense et ioniser finalement un peu l'ensemble de la matière de l'univers. Donc, deux couloirs lumineux finalement, on a un couloir lumineux et entre les deux on a les âges sombres. Alors pourquoi c'est intéressant de regarder ce qui se passe dans les âges sombres? C'est que le temps, le moment où apparaissent ces premières étoiles, nous renseigne un petit peu sur la matière qui est contenue dans l'univers. Si ça arrive plus ou moins vite, ça nous donne des idées sur les processus qui sont en jeu et les quantités de matière qui finalement sont en jeu dans l'univers. Alors, petit rappel, donc, un petit peu plus précis sur l'histoire de l'univers. Au départ, on a 10-43 ici, on a le mur de Planck, pas d'avant, c'est-à-dire que le temps se crée ici, la gravitation se sépare des autres interactions fondamentales, et du coup, la gravitation est intimement liée à l'espace-temps, donc en même temps que la gravitation se crée, l'espace-temps se crée, donc on a le début. Ensuite, on a une ère où il ne se passe pas grand-chose jusqu'à ce que l'interaction forte se sépare des autres interactions. L'interaction forte va créer la matière. Donc la matière d'abord des quarks, ici, avec la matière et de l'antimatière, un combat acharné entre la matière et l'antimatière, et sur 1 milliard de quarks, il y a 1 milliard d'antiquarks, en fait, il y a 1 milliard 1 quark, ce qui fait qu'à la fin, il reste un quark. Donc tout ça s'annihile, il ne reste plus grand-chose à la fin, mais il en reste suffisamment pour que ce soit la matière qui gagne, finalement. Pas l'antimatière, mais la matière qui gagne. Même chose ici avec des particules, les leptons, qui sont des particules plus petites, comme les électrons et tout ça. Voilà, on a jusqu'à, ici, on arrive dans la première seconde. Eh la première seconde, on a la matière qui est créée,
l'antimatière qui est disparue. Vous voyez, c'est le premier acte où le côté lumineux de la matière gagne contre le côté noir. Et après, tout ça, on a une espèce de purée de protons, de neutrons, d'électrons, qui est très dense jusqu'au moment où l'expansion sépare un petit peu tout ça et qu'on puisse avoir ici, à 380 000 ans à peu près, enfin entre 300 000 et 400 000 ans, la première lumière de l'univers. Et ensuite, les âges sombres et la création des premières, d'abord des quasars, des premières étoiles, puis le système solaire et nous, ici, aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était dans les rappels. Donc ça, je l'ai redit, je vais répéter, mais rapidement, dans la première seconde, il y a eu l'inflation, il y a eu la séparation des interactions, la libération des ondes gravitationnelles aussi, puisque avec l'inflation, vous avez l'univers qui prend comme ça beaucoup de volume en un temps très très court. Donc, il y a une libération d'ondes gravitationnelles à ce moment-là. On a eu des neutrinos, on a eu la création de la matière. On a tout ça qui s'est passé dans la première seconde. Finalement, l'univers est en place pratiquement dès la première seconde. Ensuite, l'univers est baigné dans une soupe, c'est ce que je vous ai dit, à 1 million de degrés. Les photons ne s'échappent pas dans un premier temps. Chaque photon qui est émis en fait par un noyau rencontre tout de suite un autre noyau et finalement de proche en proche comme ça il est absorbé, réémis, donc il y a statu quo. Et puis donc au début l'univers est chaud, opaque, un petit peu comme au centre du Soleil actuellement en fait. Vous avez là, si vous imaginez au centre du Soleil, vous avez beaucoup de matière autour de vous. Et les photons qui sont produits sont tout de suite réabsorbés par la matière. Et en fait, un photon créé au centre du Soleil, en fait, son rayonnement met à peu près 1 million d'années à sortir pour vraiment se libérer dans l'espace. Alors, une chose intéressante, et là on va encore parler d'un truc noir, c'est que la matière noire, on en a besoin, en fait. On en avait besoin tout à l'heure déjà pour expliquer ce que c'était que pourquoi les galaxies se comportaient comme elles se comportent, c'est-à-dire pour expliquer le mouvement des galaxies, le mouvement à la fois de rotation des étoiles dans une galaxie, mais le mouvement des galaxies entre elles. On a besoin de la matière noire pour expliquer ce qu'on voit. Et finalement, cette matière noire, elle nous arrange bien parce qu'elle nous permet d'envisager autre chose. Dans cette soupe-là dense de matière, vous avez des protons qui déjà ne vont pas trop se lier entre eux parce qu'ils se repoussent quand même, les protons au départ. Mais ce n'est pas non plus une température qui permet que tous les protons fusionnent. Donc on est dans un intermédiaire. Et puis il y a des photons partout, il y a une pression des photons qui empêche finalement la matière de se concentrer en noyaux qui pourrait expliquer la formation des étoiles ou des galaxies après, parce qu'il faut bien un moment que la matière se regroupe pour créer de grandes structures. Là, si on n'a pas de matière noire, on n'a pas ça. On n'a que des éléments qui restent loin, proches quand même, mais qui reste un ensemble qui reste homogène finalement, et pas de surdensité. Par contre, notre matière noire, on sait qu'elle est massive, elle réagit par la gravitation, puisqu'elle explique les interactions entre galaxies, elle explique que les galaxies s'attirent, etc. Mais par contre, elle n'émet pas de lumière, c'est pour ça qu'on l'a appelée noire. On ne la détecte pas, elle est insensible à l'électromagnétisme. Donc si elle est insensible à l'électromagnétisme, ça veut dire qu'elle est insensible à la pression des photons, et elle est insensible aussi à l'attraction ou la répulsion qu'est-ce que j'ai dit? Des protons, des photons, j'ai dit. Elle est insensible à la pression des photons et elle est insensible à l'attraction-répulsion des protons.
Mais par contre, elle, du coup, elle va pouvoir créer des petits modules de masse, comme ça, qui vont attirer d'autres petits modules. Donc, ce qui va se jouer dans cette espèce de plasma, avant la première lumière, c'est qu'on va avoir des premières densités, des premières surdensités, comme ça, qui vont se créer grâce à cette matière noire. Hop. Alors, c'est là où on va avoir la première lumière et finalement le début de nos âges sombres. Alors ça peut paraître bizarre comme ça de dire que la première lumière c'est le début des âges sombres, mais ça s'explique. Qu'est-ce qui se passe en fait? On a une bouillie de protons, d'électrons, de photons qui ne s'échappent pas de la matière, qui est condensée comme ça, très dense, et puis d'un seul coup l'expansion permet à ce que un photon qui est émis ne rencontre pas tout de suite un atome, un proton, etc. et poursuive son chemin en ligne droite. Ça se produit à partir de 380 000 ans, quand l'univers est à 3000 degrés. Donc 3000 degrés, on peut se dire comme ça, c'est pas énorme, 3000 degrés, ouais, ok. Bon, mais c'est quand même partout dans l'univers, quoi. 3000 degrés partout. À ce moment-là, la lumière s'échappe, il y a suffisamment, l'expansion a fait son œuvre et il y a suffisamment d'espace finalement entre les atomes et la lumière s'échappe, donc elle garde l'information de ce qu'elle a rencontré en dernier, sa dernière interaction avec la matière. Et elle s'échappe et du coup l'univers est baigné d'une intense lumière. Vous voyez, c'est pas la surface du Soleil, la surface du Soleil c'est 5800 degrés, mais vous avez quand même une luminosité intense partout, quoi. Partout où, si vous aviez été là à l'époque, partout où vous regardez, vous avez une luminosité super intense. Les nodules dont je parlais, qui ont été créés grâce un petit peu à la matière noire, finalement, il y aura dans ce rayonnement, dans cette première lumière qui est diffuse, il y aura trace comme je disais, de la dernière interaction avec la matière. Donc en particulier, on va pouvoir voir dans ce rayonnement des traces de surdensité ou des traces de densité plus faible. Et on va pouvoir dans les images qui sont faites de la part des satellites comme Planck, WMAP et tout, on voit des légères fluctuations qui expliquent quand même que plus tard on pourra avoir des étoiles et des galaxies, là où il y a des concentrations de matière un petit peu plus importantes. Voilà. Alors, comment on voit aujourd'hui cette première lumière? Eh bien, on la voit décalée vers le rouge, évidemment. On la voit décalée vers le rouge. À l'époque, alors vous avez vu, tout à l'heure je parlais de corps noir, je disais que la température d'un corps noir était liée à la couleur, finalement, du pic où elle émet au maximum. Donc, on a une lumière qui est émise donc, par un corps dense à l'époque, un corps à 3000 degrés. Et au fur et à mesure de l'expansion de l'univers, eh bien, ce pic qui correspond aux 3000 degrés va forcément se décaler. Alors, on pourrait le faire avec ma petite barre, là, comme tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui permet de s'en rendre compte un peu mieux. Imaginez, vous avez une longueur d'onde, là, on va dire que c'est la longueur d'onde. Vous voyez, l'espace entre chaque trait, on peut dire que c'est une longueur d'onde. Une longueur d'onde qui est mise à 3000 K, par exemple, eh bien, l'expansion de l'univers va faire quoi? Va faire que, vous voyez, quand ça s'étend, eh bien, la longueur d'onde est plus importante. Donc, on a une baisse. Tu veux que je fasse genre musclé comme ça pour la photo? Non, mais non, je dis ça pour rigoler. Alors, vous voyez, ça c'est une belle expérience pour montrer que l'expansion de l'univers, en fait, étale les longueurs d'onde. Donc, quelque chose que vous aviez au départ qui correspondait à une température de 3000 K, petit à petit va s'étendre en longueur d'onde et correspondre à des températures de plus en plus basses.
Voilà, on peut le montrer aussi un petit peu comme ça. Voilà, j'ai fait un petit truc comme ça, vous voyez, quelque chose qui s'étend. En fait, plus on étend, quand on étend effectivement ces longueurs d'onde, bah, ça se décale du coup vers le rouge. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit truc qui va vers le rouge. Mais en fait, ça se décale vers le rouge, vers l'infrarouge et vers les micro-ondes, etc. Alors du coup, bah, on peut revenir à notre schéma de tout à l'heure, où on peut imaginer, on a ici le Soleil, on peut imaginer que 3000 K c'est par là, donc c'est plutôt, le pic est plutôt vers un rouge sombre. Ouais, rouge intense, je suis pas sûr, c'est plutôt vers le rouge quand même. Et à 1000 K, on est chocolat. Non, oui, 1000 K, bref. Donc on est plus vers des couleurs plus sombres. En fait, on voit. Bref. On voit quelque chose de forcément plus sombre. Et on atteint, par exemple, les 1000 K sur un Z de 2 à peu près, qui correspond à 1,5 million d'années après le Big Bang. Donc, à 380 000 ans, on est sur les 3000. À 1,5 million, vous voyez, on sort déjà du domaine du visible. C'est-à-dire, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on entre vraiment dans les âges sombres, l'univers est complètement sombre, ce rayonnement n'est plus visible. Alors voilà, je prends la référence de l'œil humain, voilà, juste pour la définition, à peu près à 1,5 million d'années, après le Big Bang. Voilà, pour se donner une idée. Aujourd'hui, notre étirement dure depuis 13 milliards d'années, du coup, un peu plus même. On a un Z de 1100 et on a un rayonnement qui équivaut à une température de 2,73 K, donc 2,73 degrés au-dessus du zéro absolu. Vous voyez qu'on a bien baissé en température. Et puis dans le fond diffus cosmologique, les petites zones rouges et bleues, là, c'est des fluctuations à 10 puissance moins 4, moins 5, donc vraiment très petites. Hein. On voit toujours cette image comme, voilà, c'est des fluctuations. Il faut s'imaginer d'abord que tout est très homogène autour de 2,73 degrés, très très homogène. Hein. L'univers est vraiment à la même température partout, c'est vraiment un corps noir du coup. Et ces fluctuations sont très très petites. Voilà. Alors, on peut aussi écouter cette première lumière. Ben oui. La première lumière, donc, elle est émise par un corps dense. Et dans un corps dense comme une table, on peut faire propager un son. Alors là, à plus forte raison, c'est un milieu encore plus dense. Il y a des ondes mécaniques. Donc, un son peut se propager dans ce magma, dans ce plasma, en fait, de l'origine. Alors, ce son, on arrive à le capter en faisant des spectres de puissance, des machins comme ça. Et ce son renseigne sur la composition du corps, de l'univers, effectivement. C'est comme un tambour, en fait, en écoutant le son d'un tambour, en écoutant la fréquence du son, en analysant plein de trucs, on peut savoir de quel matériau il est fait, comment la peau du tambour est tendue, comment si je ne sais pas si le mouton avait ses dents de sagesse ou je ne sais quoi. Donc on peut avoir plein de choses en étudiant le son d'un instrument, on peut définir physiquement un certain nombre de caractéristiques de ce qui émet le son. Comme pour une corde de guitare, etc. Donc, on analyse effectivement les fluctuations de ce premier son de l'univers, aussi de cette première lumière, on peut dire, leur taille, leur intensité. Ça renseigne sur les sons qui se propagent et en écoutant les sons, on peut deviner la composition de l'orchestre.
Alors, c'est tout un tas d'analyses qui ont été faites sur cette courbe éminemment sympathique, qu'on appelle spectre de puissance, effectivement, et en fait, il y a des modèles. On a mesuré ce qu'on avait, Planck notamment, a mesuré ce qu'il y avait, ces fluctuations, du coup, et on est tombé sur des courbes, et on a essayé de trouver les modèles qui se juxtaposaient le mieux avec ces courbes d'observation, en faisant varier un certain nombre de paramètres, en faisant varier les instruments de l'orchestre, quelque part. La courbure spatiale de l'univers, la densité d'énergie noire, la densité de matière baryonique et de matière noire. Donc la matière baryonique, c'est celle qu'on connaît. La matière noire, c'est l'autre, celle qu'on ne connaît pas. La vitesse d'expansion de l'univers, l'amplitude initiale des fluctuations, la masse et le nombre de familles de neutrinos, le moment de la réionisation, donc c'est la fin des âges sombres, ça justement, le moment où les premières étoiles se forment. Donc c'est un des paramètres qui rentre en jeu dans la compréhension de spectre de puissance, et les paramètres qui caractérisent alors la quintessence, les défauts topologiques, et puis l'inflation et même la théorie des cordes qu'on teste, si on ajoute des caractéristiques des cordes ou si on ajoute des caractéristiques de l'inflation, on ne va pas avoir le même modèle, on ne va pas avoir la même courbe, et il y en a qui vont mieux aller avec l'observation. Vous voyez, on ajuste comme ça, puis d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on tombe avec l'observation. Vous voyez, c'est ici, quand on fait varier, ici, c'est le taux de matière noire, je crois. Quelque chose comme ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en analysant ces modèles, finalement, on a accumulé des contraintes qui correspondent. En fait, on a d'abord vérifié que le modèle du Big Bang était sur la bonne voie, que ça correspondait bien, et puis on a imposé des contraintes sur ces modèles cosmologiques. Il y en a qu'on a éliminés, du coup, qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'on observait. D'autres qui sont plutôt promettables. Donc ça oriente finalement les travaux de recherche en cosmologie. C'est là où on fait vraiment de la cosmologie finalement scientifique, puisqu'elle peut se baser sur un résultat d'observation. Donc et ensuite, qu'est-ce qui se passe après cette première lumière ? Petit à petit, ces premières lumières, ça va avec le fait que les protons se lient aux électrons pour former des atomes. Donc les atomes vont se combiner. Les protons rappellent leurs électrons, ils en reviennent, allez hop. Et puis, donc on a au départ un univers qui est plutôt encombré d'atomes. On est sorti d'une densité assez forte. Mais juste après, on a encore pas mal de densité d'atomes cette fois, donc on a une sorte de brouillard, on voit pas, on est dans le noir et on a une sorte de brouillard d'atomes un peu partout. Et puis des atomes par contre qui n'émettent plus de lumière, donc même s'il y a quelque chose qui émet de la lumière quelque part, on ne le voit pas forcément, donc là on est vraiment dans le sombre, on est dans le brouillard. Et puis donc c'est ça en fait, les âges sombres, c'est un brouillard d'atomes froids et de molécules, puisqu'il y en a quelques-unes qui vont pouvoir se créer, de la matière noire qui émet rien du tout non plus, et puis en quelle quantité, en quelle proportion, là, suivant les modèles, on va avoir des choses. Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors là, on est vraiment au cœur des âges sombres. Qu'est-ce qui se passe après, pendant ces âges sombres, après le brouillard en fait ? Eh bien, petit à petit, la matière va se rassembler par gravitation. Je vous ai dit à un moment, il y a des surdensités, et puis des endroits où il y a moins de densité. Donc ces surdensités vont attirer la matière qui est autour, et finalement devenir encore plus grosse, de plus en plus grosse. Donc finalement, on va se fragmenter entre des zones lourdes et des zones plus vides. Et la différence entre les deux ne va pas arrêter de s'accentuer. Donc autour de ces petits nodules qu'on a identifiés tout à l'heure dans le fond diffus. Alors au bout d'un certain temps, ces nodules grossissent, s'échauffent, puisqu'ils ont une pression de gravitation, donc au bout d'un moment,
vous imaginez, vous mettez des gens comme ça, les uns sur les autres, au bout d'un moment, celui qui est en dessous, ça commence à les chauffer, hein, on peut le dire. Et donc, la matière, si vous mettez une grosse masse sur ce qu'il y a au centre, va forcément se compresser, puis s'échauffer. Et du coup, il va se créer les premières étoiles. Alors, ces étoiles, qu'est-ce qu'elles font? Au départ, alors on suppose, ça dépend des théories, mais on va le voir après, que ce sont d'abord de grosses étoiles, en fait, qui vont avoir un rayonnement très puissant. Vous voyez, l'étoile que je vous montrais tout à l'heure à 30 000 K, elle émet beaucoup dans l'ultraviolet, donc elles vont émettre des rayonnements assez énergisants qui vont ioniser aussi la matière qui est autour. Donc on va avoir un univers, à ce moment-là, c'est la fin des âges sombres, là, on va avoir un univers qui est lumineux un peu partout, puisque les premières étoiles ont ionisé la matière qui est autour. Donc voilà, l'univers à nouveau redevient lumineux, c'est ce qu'on appelle la Renaissance. Alors évidemment, vous l'avez deviné depuis le début, le nom des âges sombres, c'est une analogie au Moyen-Âge, effectivement, donc c'est normal que la période d'après, on l'appelle un peu la Renaissance. J'ai parlé au début, je ne sais pas si vous avez vu, je ne me suis pas arrêté dessus, mais je parlais de l'âge d'or. L'âge d'or, c'était ce qu'il y avait au moment de la première lumière, donc l'Antiquité, qui correspondait à l'âge d'or, quoi. Alors voilà, sur un schéma, comment ça se passe à peu près. On a notre première lumière qui est là, vous voyez, première lumière qui est là. Après, on a une sorte de brouillard d'atomes avec des zones de surdensité, vous voyez, des zones de surdensité qui vont créer des étoiles, et les étoiles elles-mêmes, elles vont créer une bulle, elles vont rayonner, et ça va repousser la matière qui est autour d'elle, et en même temps, ça va l'ioniser. Donc, des bulles ionisées comme ça, vous voyez, et puis petit à petit, ça va, les éléments les plus gros vont s'assembler pour créer ensuite les galaxies, etc. Vous voyez, ici on a le Big Bang ici, donc c'est la première lumière. On a ici les premières étoiles. Donc dans ce modèle-là, c'est les étoiles qui sont créées en premier finalement. On a de l'hydrogène neutre ici, vous voyez, c'est le brouillard d'hydrogène, le brouillard d'atomes dont je vous parlais. On a de l'hydrogène ionisé quand les étoiles rayonnent et créent cette bulle. Et puis on a des petites galaxies qui commencent à se former ici. Et finalement, toute la matière, tout le brouillard va se condenser dans de grands éléments qui seront les galaxies et les amas de galaxies et les superamas de galaxies. Et là, du coup, l'univers redevient transparent. Il n'est plus de question d'un brouillard, mais d'une matière qui est condensée, concentrée sur certaines zones. Et au milieu de ça, il y a surtout beaucoup de vide, en fait. Donc un univers globalement transparent, quoi. Donc à ce moment-là, quand on regarde l'univers, on voit plutôt un ciel étoilé, quoi. On ne voit pas un brouillard, on voit un ciel clair avec des galaxies. Alors, en observant cette période de la fin des âges sombres, donc cette période de rayonisation, on peut essayer de faire des rapprochements entre ce qu'on observe dans le fond diffus cosmologique, dans la première lumière, et ce qu'on observe un peu plus tard au moment des premières étoiles, à la fin des âges sombres, pour essayer de faire un peu une correspondance entre les deux. Voilà, et ça nous permet de comprendre l'évolution de la matière noire, la rapidité avec laquelle on forme les premières étoiles, nous renseigne sur le processus lui-même de formation des premières étoiles, et puis aussi le taux de matière noire, parce que plus on a de matière noire, plus ça va vite finalement, puisque la matière noire aide à concentrer les éléments de masse. Et puis éventuellement d'énergie sombre, puisqu'on a déjà... est-ce qu'on a de l'énergie sombre à cette époque-là, c'est-à-dire est-ce que l'univers est plutôt dans une phase d'expansion accélérée, ou est-ce qu'il est encore dans une phase d'expansion relative, ou même dans une phase de décélération. Voilà, tout ça va nous donner des éléments
sur la composition de l'univers. Alors, on observe les premières étoiles, donc elles émettent en UV. On a vu que c'était de grosses étoiles, et les premières galaxies aussi, elles émettent dans des rayonnements assez importants. Alors, avec l'expansion, vous imaginez que ça c'est du rayonnement UV à l'époque, évidemment avec l'expansion de l'univers, il va se décaler. Et aujourd'hui, ces premières étoiles, du coup, on les observe plutôt dans le domaine de l'infrarouge, avec un Z autour de 9,6. Voilà, et les progrès des instruments permettent on le voit assez régulièrement dans les articles scientifiques, il ne se passe pas un mois sans qu'on vous dise on a trouvé l'étoile la plus ancienne de l'univers, c'est-à-dire la plus jeune en fait, celle qui est arrivée le plus vite après le Big Bang, donc on n'arrête pas de repousser finalement la fin de l'âge sombre, et puis tout ça se précise au fur et à mesure des informations, des observations. Alors, le temps de formation des galaxies aussi, observer à quel moment on a les premières galaxies, c'est important, parce que on voit qu'on a besoin de la matière noire, parce que si on fait des modèles où on élimine totalement notre idée de matière noire, on s'aperçoit que au jour d'aujourd'hui, on n'aurait pas encore créé d'étoiles, ni de galaxies. Donc la rapidité avec laquelle se fondent les galaxies et les étoiles est importante et un argument fort pour la matière noire. Alors, la vitesse de formation renseigne aussi sur la masse des particules de matière noire. Est-ce que c'est des grosses particules qui permettent d'aller vite, de rassembler vite des gros éléments? Est-ce que c'est de petites particules qui vont mettre un peu plus longtemps à se mettre ensemble? Donc, observer la fin de ces âges sombres nous renseigne sur qu'est-ce que c'est exactement que cette matière noire, de quoi elle est formée, dans l'hypothèse, évidemment, où ce serait bien une matière qui soit formée de particules. Est-ce qu'on observe des grandes petites structures, les premières étoiles, les premières galaxies? Est-ce que c'est plutôt des choses massives ou est-ce que c'est des petits trucs qui après se rassemblent en choses plus grosses? Est-ce que c'est les étoiles ou est-ce que c'est les galaxies qui sont nées en premier? C'est lié un peu l'histoire de l'œuf ou la poule. Est-ce que on a d'abord des étoiles qui après se regroupent en galaxies, ou on a d'abord des grandes structures dans lesquelles se forment des étoiles? Bon, tout ça, c'est évidemment des choses qu'on va deviner, qu'on va essayer de modéliser en observant les premières étoiles. Alors, on a deux scénarios finalement. On a pour cette matière noire, qu'est-ce qu'elle peut être? Soit c'est ce qu'on appelle la matière noire chaude, c'est-à-dire des petites particules légères, pas trop grosses, rapides, avec des grandes vitesses. Mais ça ne permet pas de former, des structures, ça ne reste pas en place. Comme elles vont vite, elles ont beaucoup de mal à rester ensemble finalement. C'est plutôt des collisions qui se passent et on a du mal à créer des structures avec ça. Donc, dans ce schéma-là, avec une matière noire chaude, on peut s'imaginer qu'on a plutôt d'abord des grandes structures qui se fractionnent après. C'est ce qu'on appelle le scénario top-down. On part du plus gros pour arriver au plus petit. On a aussi l'hypothèse d'une matière noire froide, c'est-à-dire qui cette fois est plus grosse, plus massive, donc plus lente, qui arrive à se former plus rapidement en grosses structures, qui arrive finalement à s'accréter plus rapidement. Là, on peut avoir des petites structures assez vite, donc un peu pataudes comme ça, qui peuvent après s'assembler en grandes structures. C'est plutôt le scénario bottom-up. Et là, c'est le scénario actuellement qui est un peu privilégié. On aurait donc une matière noire qui serait plutôt composée de grosses particules qui s'assemblent en petites structures
et puis de plus en plus grosses. Donc voilà, c'est le scénario qui actuellement correspond, enfin qui est un peu privilégié, quoi. Donc les indices sur la matière noire, ce seraient donc des grosses particules massives qui n'auraient pas d'interaction électromagnétique puisqu'elles n'émettent pas de lumière, donc elles ne sont pas sensibles à l'interaction électromagnétique. Pas d'interaction forte non plus. Et puis une section efficace faible, la section efficace, c'est l'idée du parapluie. Combien de gouttes vous prenez en fait? Si vous avez un grand parapluie, vous allez vous prendre plein de gouttes, vous allez interagir avec le milieu extérieur. Et ça dépend aussi de votre vitesse. Si vous allez vite, vous allez rencontrer beaucoup de particules. Donc est-ce que vous avez un grand parapluie et vous allez vite, ou est-ce que vous avez un petit parapluie et vous allez lentement, ou les deux en même temps? Enfin voilà. C'est l'image qu'on donne de la section efficace d'une particule. Là, on aurait une section efficace faible, puisqu'elle interagit peu avec son environnement. Donc, c'est ce qui rend aussi les particules de matière noire, du coup, c'est ce qui les rendrait difficiles à détecter. Voilà. Alors, aux dernières nouvelles qui datent déjà de 3 ans, le candidat un peu privilégié ce serait le neutralino. Voilà, une particule supersymétrique du neutrino. Donc vous avez les particules et les antiparticules qui changent. Par exemple, un électron et un positron, ils changent de charge, quoi. C'est la même masse que l'électron, mais une charge opposée. Là, on a des idées d'autres paramètres qui changent par rapport à une particule avec sa particule symétrique. C'est d'autres paramètres comme le spin et des choses comme ça. Donc là, on entre dans la physique des particules. Donc on crée le double d'une particule connue comme ça. On fait évoluer sa masse, sa charge et son spin, et puis on crée comme ça son symétrique, qui sont des particules non encore détectées, mais théoriquement envisageables. C'est ça l'idée. Donc, là-dedans, on a imaginé que le neutralino, on l'a le neutralino en plus? Non, on l'a pas. Dommage. Mais on l'a ici. Le neutralino pourrait être un candidat. Alors, il ne reste plus maintenant qu'à le détecter. Donc là, c'est pas évident. Alors, vous voyez que nous venons de percer le secret de la matière noire, la dark matter. Si. Et on a même vu que la matière noire nous avait servi à créer les étoiles. Donc finalement, elle n'est pas si mauvaise que ça, elle n'est pas si méchante, même si ça fait peur, mais elle n'est pas si méchante, la matière noire, puisqu'elle nous aide à créer des étoiles. Mais voilà, il y a un autre élément noir, l'autre côté noir de la force dans l'univers, c'est justement l'énergie sombre, celle qui explique l'expansion accélérée de l'univers. Donc vous savez qu'on est actuellement dans un scénario d'expansion accélérée. Alors on imaginait jusqu'en 1998, on imaginait qu'on serait plutôt dans ce scénario-là, c'est-à-dire qu'on avait un univers qui était en expansion et que petit à petit, à cause de la gravitation et de la matière que contient l'univers, tout allait se reconcentrer sur lui-même et on aurait une sorte de Big Crunch. Vous voyez, je viens de caser 2 marques de chocolat dans la conférence. Mais en fait, c'est pas ce qu'on a observé en 1999 ou 98, je ne sais même plus. 98, il y a 3 personnes qui ont, enfin une équipe en fait de chercheurs qui ont observé que c'était plutôt le contraire, en observant des quasars un peu lointains. Ils ont observé qu'en fait, on était plutôt dans une expansion accélérée. Ils ont eu le prix Nobel pour ça en 2011.
et que finalement, si on est dans le concept de l'énergie, il y a de plus en plus d'énergie noire qui se crée, à tel point que finalement, l'énergie noire qui sépare actuellement les choses à grande distance, à la distance des amas de galaxies, si on en a de plus en plus, on peut s'imaginer qu'un jour, cette énergie noire va séparer les éléments à l'intérieur d'une galaxie, les étoiles à l'intérieur d'une galaxie, puis les éléments à l'intérieur du système solaire, puis les éléments à l'intérieur de la Terre, des atomes, etc., et qu'on sera tous complètement disloqués. C'est le scénario du Big Rip. Voilà. Rip comme déchirement, mais aussi comme rest in peace, parce qu'il n'y aura plus grand-chose de nous. Alors, ça c'est un des scénarios. Quand on parle de l'énergie noire, il faut bien voir que pour expliquer cette expansion, on a deux manières de l'appréhender, cette expansion accélérée. En fait, c'est simplement, vous voyez, dans l'équation d'Einstein, qui dit que, où d'un côté vous avez la matière, de l'autre côté vous avez l'espace-temps, et qui dit en gros que la matière courbe l'espace-temps. Si vous mettez votre énergie ou ce qui explique l'accélération, si vous le mettez du côté de la matière, vous en faites une énergie, donc c'est l'énergie noire. Et si vous le mettez du côté de l'espace-temps, vous en faites un élément géométrique et qui serait intrinsèque de ce qu'est l'espace-temps lui-même. C'est ce qu'on appelle la constante cosmologique. Donc c'est soit une énergie, qui s'apparente plus à de la matière, soit un élément géométrique qui explique que l'espace s'étire lui-même. C'est peut-être une caractéristique de l'espace lui-même, ou de l'espace-temps lui-même, qui s'étire de plus en plus, comme ça, naturellement. Donc, où je voulais en venir, l'expansion accélérée, vous voyez, justement, ça ne commence pas dès le début de l'univers. On a connu une période où on a eu l'inflation, très très grosse inflation, donc l'univers qui augmente d'un facteur d'un milliard de fois en l'espace de 10 puissance moins 35 secondes. Après, on a eu, au moment des premières étoiles, des premières galaxies, vous avez la matière qui commence à prendre le dessus. Il y a une décélération de l'expansion. On commence à... Voilà, on était dans une expansion, on commence à évaser un peu l'expansion. Donc ça aurait pu continuer vers le Big Crunch. Et puis là, on observe que depuis 5-6 milliards d'années, c'est plutôt le contraire qui se passe, comme si l'énergie noire avait repris le dessus. Et on est vers plutôt ce scénario-là. Alors, dans quelle proportion, combien de temps ça va mettre? Est-ce que ça ne va pas recommencer à décélérer? Tout ça, on n'en sait rien. Ce qu'on découvre de plus en plus quand même, c'est que au départ, on imaginait une expansion linéaire, pratiquement, qui serait un peu tout le temps pareil. Allez hop, je te pousse et puis on y va. Et ça a l'air d'être beaucoup plus complexe que ça, avec des variations, des décélérations, des accélérations, demain peut-être autre chose, on verra bien. Voilà, et que... voilà, c'est ça. Hein. Alors, du coup, qui va gagner? Qui va gagner entre l'énergie noire et les forces du bien? Je sais pas. Je sais pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que je suis ta matière. Voilà. Et c'est fini. Donc voilà, si vous avez des questions.